Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne de TV Sèvres-et-Maine et pour notre émission Pleine Page, émission mensuelle, bien entendu, que vous connaissez maintenant depuis tellement de temps qu'elle existe. Aujourd'hui, notre invité est Dominique Séché. Dominique Séché qui passe beaucoup de temps à parler, à faire la promotion de notre patrimoine, de notre trésor national, qui est justement le patrimoine. Dominique Séché, merci de nous avoir rejoints sur notre antenne. Aujourd'hui, nous allons parler de votre activité, et vous n'en manquez pas, oui, au service du patrimoine national et plus spécialement du patrimoine régional qui nous intéresse, qui nous occupe aujourd'hui, puisque à la fois ce patrimoine régional comporte les 3 départements que sont le Maine-et-Loire, la Vendée et bien entendu la Loire-Atlantique et le bijou de la Loire-Atlantique, c'est-à-dire la ville de Clisson. Vous êtes d'accord avec ça, Dominique Séché, que nous sommes ici au cœur du bijou de la Loire-Atlantique? Il est certain que Clisson est une ville magnifique, non seulement par sa situation au confluent de la Moine et de la Sèvre nantaise, qui fait un endroit vraiment très beau, avec des vallées superbes, et qui a pu dessiner une ville qui est quand même très caractéristique, et encore plus caractéristique puisque on a construit beaucoup de maisons et de belles demeures et les églises en copie de style italien. Oui, et ça c'est beau. Oui, alors avec les églises, la Garenne-les-Meaux, etc., c'est quand même une ville très particulière. Dominique Séché, l'association à laquelle vous appartenez, pour laquelle vous dépensez beaucoup de votre temps, s'appelle le Souvenir Vendéen. Alors oui, pour nos téléspectateurs, on va tout de même expliquer que le Souvenir Vendéen, historiquement, ne comporte pas que la Vendée. C'est un peu ce que je disais en introduction. Les guerres de Vendée, vous m'arrêtez si je me trompe, ça concerne le département du Maine-et-Loire, de la Vendée bien entendu, et surtout et aussi de la Loire-Atlantique. Voilà. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Tout à fait. D'ailleurs, nous sommes ici tout près de ce qu'on appelle le lieu-dit des 3 provinces, voilà, où, il faut le remarquer, il n'y a eu aucun événement pendant les guerres de Vendée qui se soit passé en ce lieu. Mais il a été fait un monument avec une croix marquant cet endroit appelé les 3 provinces, c'est-à-dire la Bretagne, l'Anjou et le Poitou. Et donc les guerres de Vendée portent ce nom de Vendée qui correspond au département actuel de la Vendée, mais le 85. Mais les guerres de Vendée se sont déroulées sur 3 départements, l'essentiel de la Vendée, c'est-à-dire tout le département, sauf la plaine dite de Luçon et Fontenay, le pays maraîchin, qui est un petit peu plus en dehors, à l'exception bien entendu de Noirmoutier, où se sont passées des choses terribles. Dans le Maine-et-Loire, donc le Choletais, qu'on appelle les Mauges, oui, limité par la Loire au nord, le Layon à l'est. Dans les Deux-Sèvres, qui, comme la Vendée était le Poitou, l'arrondissement de Bressuire, donc limité par Montcoutan au sud, la Psy, et puis à l'est, Argenton-Château, Thouars. Et puis dans la Loire-Atlantique, ce que l'on appelle le Pays de Ré, c'est-à-dire limité au nord par la Loire et à l'ouest par la mer, pratiquement. Pays de Ré que fréquentait, si je ne me trompe pas, entre autres, le général Charette. Tout à fait. Il était plutôt dans ce coin-là, si je puis m'exprimer. Tout à fait. Il était par là-bas, puisque d'ailleurs il était né sur le territoire actuel de la Loire-Atlantique. Voilà. Dominique Séché, alors, votre association dans laquelle vous militez, le mot militer est assez faible, dans laquelle vous investissez et depuis longtemps, s'appelle donc le Souvenir Vendéen. Alors, ces derniers temps, il y a eu l'Assemblée Générale du Souvenir Vendéen, à laquelle, bien entendu, vous participez. Et le Souvenir Vendéen, à quel âge aujourd'hui? Alors, le Souvenir Vendéen a cette année 90 ans,
puisqu'il a été constitué... Presque un siècle. Exactement. À 10 ans près. Tout à fait. Ah, oui. Il a été constitué en 1932 lors d'une manifestation qui a été faite pour le 100e anniversaire de l'incendie du logis de la Pénissière en 1832, donc au moment du soulèvement de 1830-1832 avec la duchesse de Berry. Et donc c'est là que le Souvenir vendéen a été créé par plusieurs personnes sous l'égide du docteur Charles Coubard, qui était originaire de Cholet, mais je tiens à le préciser ici, puisque nous sommes à Clisson, qui habitait Clisson. Ah. Il avait un joli petit logis. Un garçon de goût. Un garçon de goût, effectivement. Et il vivait à Clisson, où il est mort en 1964. Et son logis est aujourd'hui la propriété de la communauté des Sœurs de Sainte-Marie de Torfou, à qui il l'avait légué. Mais c'était lui, donc, le fondateur du Souvenir vendéen. Naturellement, il n'était pas tout seul, mais il a été le premier président. Et il était, d'après les statuts, président à vie. Donc de 1932 à 1964, nous avons eu le docteur Charles Coubard, qui a été président du Souvenir vendéen. Voilà. Et aujourd'hui, alors, qui représente... Alors aujourd'hui, quelle est l'autorité nous avons comme président Olivier Duboucheron, qui a le bonheur d'habiter le château qui était celui de la famille de Bonchamp, du général Bonchamp, à la chapelle Saint-Florent. Il a remplacé Jean de Dreuzy, qui nous a fait la joie de venir à notre assemblée samedi, alors qu'il approche de ses 97 ans. Il est toujours là. Par contre, le dernier président qui a été entre les deux, Michel Chatry, souffrant, n'a pas pu venir. Et les autres présidents antérieurs, Emmanuel Cata, Jean Lagneau et Jean Longprêtre, sont tous décédés, naturellement, parce qu'ils seraient très âgés. Alors, Dominique Séché, nous allons revenir à un stade un peu plus terre-à-terre, pardonnez-moi, Oui. Et il faut bien aussi en parler. Une association comme celle-ci, donc le Souvenir vendéen, il faut bien que ça vive, entre guillemets, quelque peu. Pour ça, il faut des adhérents, j'imagine. Oui. Ce qui m'étonne, mais vous allez me prouver le contraire, c'est qu'au bout de 90 ans déjà, on continue toujours, quand on veut adhérer à cette association, on continue toujours à payer, j'imagine, une cotisation. Oui. Et ça marche, ça marche encore. Oui, nous avons environ 800-850 adhérents, et qui paient une cotisation de 30 € par an, cotisation qui permet de recevoir une revue trimestrielle dont nous allons bientôt publier le 300e numéro. En fin d'année, on sera arrivé au numéro 300. Il y a une cotisation de 32 € pour les couples, monsieur, madame, et une cotisation réduite à 16 € pour les étudiants et les jeunes. Et puis on avait une cotisation réduite pour les ecclésiastiques, mais maintenant on en a moins, alors ils payent le même prix que les autres. En personne solitaire, bien entendu. Et solitaire et solidaire. Et solidaire de la cause, pour ceux que ça intéresse, mais il y en a, car je peux dire que l'autre jour nous avions l'Assemblée Générale à Cholet, ce qui était tout de même important. Je ne sais pas quand nous avions eu la dernière Assemblée Générale à Cholet, mais personnellement, je n'en avais même pas connaissance, alors que je suis dans le Souvenir vendéen depuis 1987. Et donc nous avons eu la messe à l'église du Sacré-Cœur, célébrée par le père Antoine Meunier, qui, avant d'entrer... Qui ne dormait pas. Qui ne dormait pas du tout, bien au contraire. Et surtout, qui, avant de faire le séminaire, a fait des études d'histoire.
et qui est très intéressé, bien qu'étant originaire de Saumur, très intéressé par les guerres de Vendée, et il a été ravi de nous recevoir. Il nous l'a manifesté au tout début de la messe, et surtout pendant l'homélie, où il a vraiment fort bien parlé. Tout le monde a été satisfait. Et puis ensuite, l'assemblée s'est passée dans les salles paroissiales du Sacré-Cœur. On était alors, tout près. Dominique Séché, l'histoire de la Vendée, les souvenirs de ces guerres de Vendée, tout de même, qui ont beaucoup frappé ce pays à l'époque, bien entendu. Est-ce que, aujourd'hui encore, ça, à part vos adhérents, est-ce que ça intéresse un public, est-ce que ça intéresse encore beaucoup de gens? Hors de l'intérêt historique, mais bon, Oui. Comme n'importe, j'allais dire, quelle période de l'histoire française. Tout à fait. Est-ce que parfois des gens s'interrogent, bah oui, d'accord, les guerres de Vendée, mais voilà, Epsilon, non. Alors le problème, c'est que comme il s'agissait d'une guerre qui était interne au pays, et il faut quand même reconnaître que les Vendéens se sont insurgés contre le nouveau pouvoir en place, surtout à cause des décisions prises concernant la religion, puisqu'ils n'admettaient pas que les prêtres et les évêques soient désignés par le pouvoir politique. La République, la Première République, a fait la constitution civile du clergé, et par cette constitution civile du clergé, on mettait le clergé sous la coupe et la direction et à la nomination du gouvernement, de l'État. Et il faut quand même savoir que Napoléon a repris ça dans son concordat, et qu'il a fallu, c'est un des avantages, entre guillemets, de la séparation des églises et de l'État, c'est qu'à partir de 1906, les évêques n'ont plus été nommés par le pouvoir en place, mais directement par le Vatican, par Rome. Le premier à avoir été nommé par Rome est rien moins que Louis Luçon, originaire de Molévrier, donc un Vendéen des guerres de Vendée, descendant de famille de guerres de Vendée, qui était évêque de Belay, où il avait été nommé par le gouvernement, mais il a été nommé archevêque de Reims, et il est devenu cardinal archevêque de Reims par la suite, et il a été le premier évêque à être nommé par Rome. Et depuis, bien sûr, les évêques sont nommés par Rome, indépendamment du droit de veto, entre guillemets, qui n'est pas un véritable droit de veto du président de la République, mais on déborde là sur le sujet. Donc c'est ça ce qui a été... Alors il y a eu la question des impôts et la question de la levée en masse des Vendéens pour défendre des frontières qui étaient vraiment très loin de chez nous, puisque c'était des frontières aujourd'hui avec l'Allemagne. Donc nos Vendéens, comme les Bretons d'ailleurs et les Normands, ont beaucoup rechigné à y aller, mais la révolte a été tout de même beaucoup plus forte et prégnante en ce qui concerne la population dans nos régions. Voilà. Dominique Séché, vous êtes aussi féru d'histoire, on le constate. Vous avez beaucoup lu sur toute cette période des guerres de Vendée, de ce souvenir vendéen. Quels sont, selon vous, les trois auteurs, les trois historiens qu'il faut retenir pour bien s'informer de cette période de l'histoire de France? Si vous deviez nous donner là-dessus quelques conseils, savoir quels ouvrages et surtout quels auteurs en particulier il faut consulter. Alors il faut distinguer les auteurs régionaux des auteurs nationaux. Oui. Et puis ensuite distinguer les grandes œuvres des livres qui sont davantage de vulgarisation. Donc en ce qui concerne livres, il y a le chanoine Gabory, qui lui est un régional, qui a fait un livre dans les derniers sortis sur les guerres de Vendée, qui est un livre plus pratique pour la lecture parce qu'il est moins conséquent.
que les grandes œuvres qui ont été écrites dès la fin des événements, dans la première moitié principalement du XIXe siècle, à savoir l'œuvre de Chassin, celle de Crétino-Joly. Oui. Hein, Chassin est, je crois, assez cité tout à fait. Dans cette affaire. Oui, tout à fait. Oui. Et puis Crétino-Joly également. Et alors à l'époque, il y avait naturellement beaucoup de personnes qui ont écrit des mémoires, comme les mémoires de la marquise de la Roche-Jacquelin, qui sont également très intéressants, mais naturellement, la marquise de la Roche-Jacquelin, c'est plus orienté, c'est pas une œuvre à caractère national, surtout écrite par quelqu'un qui est plus indépendant. Alors quelqu'un de plus indépendant, je citerai dans les derniers auteurs, Jean-François Kiappe, qui a fait 3 tomes sur les guerres de Vendée et qui était un grand historien, travaillant à la télévision notamment, avec André Castelot. Absolument. Et voilà. À la radio aussi. Et tout à fait. Une émission, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois me souvenir, je faisais une émission qui s'intitulait, à l'époque, La tête et les jambes. C'est ça. Et Jean-François Kiappe, ça a duré longtemps, ça, oui. Et Jean-François Kiappe était la tête. Il faisait les questions. Voilà. Et puis il répondait lorsque les gens ne pouvaient pas répondre. Oui, alors lui, qui était corse, donc il a écrit un bel ouvrage sur les guerres de Vendée, en 3 tomes, que j'ai le bonheur de posséder. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, il y a les abbés de Niaux, oncles et neveux, qui ont écrit, mais là, qui sont des régionaux, puisque l'un était curé du Voide, à côté de Viers, et l'autre était curé doyen de Saint-Macaire-en-Mauges. Oui. Je vais vous citer, avec votre autorisation, Dominique Séché, une anecdote, s'agissant de cet auteur corse, Jean-François Kiappe, où un jour, nous étions en reportage, et il y avait beaucoup de monde, et Jean-François Kiappe était, je crois, de façon nobiliaire, vicomte ou comte, je ne sais plus exactement. Ce dont je me souviens en revanche, c'est que à cette réception et à ce reportage, il y a un monsieur qui est venu le trouver et qui lui a dit « Monsieur Kiappe, je crois que vous êtes comte de votre état. » Et l'autre lui dit « En effet, c'est ce que je suis. » « Oui, mais moi aussi je suis comte, dit son interlocuteur. Oui. Ah bon, félicitations, répond Kiappe. Et moi, j'ai été... Enfin, mes ancêtres ont été anoblis sous Louis XIV. Alors que le comte Jean-François Kiappe, lui, avait été anobli sous Napoléon. Oui. Alors il lui dit, eh ben oui, mais moi, mes ancêtres n'ont été anoblis que sous Napoléon, et vous-même, monsieur, et lui dit, moi j'ai été anobli sous Louis XIV. C'était une petite flèche de part, et Kiappe lui a répondu, il était temps. Voilà. Dominique Séché, vous écrivez. Oui. Vous lisez, vous avez lu beaucoup, vous nous en parlez, et vous écrivez aussi. Là, nous avons sous les yeux Souvenirs vendéens. Oui. Donc, il y a beaucoup de souvenirs vendéens, parce qu'il y a beaucoup de publications. Voilà, tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Et en plus, là, vous venez de, comme maître, c'est un grand mot et un grand travail, commettre, alors, 2 ouvrages, aux éditions Héros, à Molévrier, Histoire d'une famille du Choletais, les 2 épisodes. Alors, combien de temps pour faire ça? Il faut des recherches épouvantables. Vous avez passé vos nuits là-dessus, c'est pas possible. Des recherches, oui. J'ai commencé des recherches d'abord sur le plan généalogique lorsque j'étais étudiant en droit à Angers. Et puis, j'ai quand même un peu laissé ensuite pris par mon travail. Et maintenant, je peux reprendre. Et puis, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui parce qu'il y a les archives d'état civil qui sont sur Internet, dans la plupart des départements, mais Deux-Sèvres, Loire-Atlantique, Vendée, Maine-et-Loire, sans problème. Et puis, il y a des sites de généalogie. Alors, j'appartiens à 2 sites, Philae et Généanet, où on trouve
énormément de choses. Il faut faire attention parce que des fois, il y a des gens qui vont un peu vite et il y a des erreurs même dans les filiations ou dans les noms. Mais bon, quand on le voit, on le signale. Et il y a également sur Généanet une bibliothèque très très conséquente où on trouve des choses. Et là, pour mon deuxième tome, j'ai trouvé 2 documents fort intéressants. Un arrêt du Conseil d'État du roi à Versailles en 1728. Et puis j'ai trouvé des articles de journaux relatant un procès qui intéressait ma famille, non pas directement, mais plutôt en tant que victime, après les événements de 1830. Et donc ça, c'est merveilleux parce qu'on trouve vraiment beaucoup de choses. Et ça n'a pas été très, je suppose, ce n'est toujours pas probablement facile de se faire éditer lorsqu'on choisit un sujet comme ça, qui paraît peut-être aux yeux des lecteurs ou des gens comme nous sommes. Bon, après tout, c'est le passé, c'est l'histoire d'une famille, c'est très précis, puis c'est le passé. Mais comme disait Lénine, qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Exactement. Pardon de vous citer Lénine. Oui. Je ne suivrai pas cet homme-là, mais enfin bon. Disons que j'ai trouvé donc les éditions Héros de Molévrier qui ont l'avantage de pouvoir faire des petits tirages. Parce que naturellement, on ne va pas sortir 1000 exemplaires d'un ouvrage comme ça. Oui. Et une fois que c'est fait, s'il en manque, on peut refaire d'autres tirages. Mais Monsieur Hérault accepte de faire des... Là, il a 2 personnes qui l'ont sollicité, des anciens maires du secteur, oui, pour raconter leurs souvenirs de maire. Et ils ne veulent même pas que ça soit trop... Oui, diffusé, trop largement diffusé. Alors, il va leur faire 100, 150 exemplaires. Et ça, par des maisons d'édition qui sont des maisons tout à fait locales, on peut trouver ça. Parce qu'autrement, naturellement, un grand éditeur ne s'intéresse qu'à des grandes diffusions. Oui, bien entendu. Mais c'est beaucoup de recherche et beaucoup de travail, quoi qu'il en soit. Beaucoup de travail. Même lorsque c'est simplement diffusé. Tout à fait, parce qu'il faut quand même faire attention à ce que l'on écrit, bien sûr. Et puis on s'aperçoit que plus on écrit, plus on trouve d'autres choses et qu'on est obligé de modifier. J'ai envoyé je ne sais combien de modifications à Monsieur Hérault, parce que j'ai naturellement moi-même tout... taper à la machine, comme on disait dans le temps, naturellement à l'ordinateur, et puis avec des modifications. Donc maintenant on a la possibilité de mettre en rouge, en bleu, donc je lui mettais en bleu ce qu'on supprimait, et en rouge ce que j'ajoutais ou les corrections, et comme ça il n'avait pas de peine à reprendre. Et en ce moment, Dominique Séché, vous avez un autre projet futur d'écriture, de livres, de souvenirs, d'histoires? Oui, alors, mais ces ouvrages partent de ma famille. Donc le premier tome, c'est la famille de mon grand-père maternel. Alors c'était une famille d'un côté de Charon depuis le XVIe siècle, et puis d'un autre côté de tisserands qui, après la Révolution, sont devenus fabricants de mouchoirs. Donc fabricants de mouchoirs, c'était... Ça tombe bien si vous êtes à Cholet. Voilà. Et naturellement, ils vendaient leurs mouchoirs à la halle, aux toiles, à Cholet. Et cette famille-là a beaucoup été marquée par les guerres de Vendée, puisqu'il y a eu pas moins de 8 personnes qui ont été fusillées, sauf une qui est morte de faim, de froid, de maladie et de misère, dans les caves du château de Montreuil-Bellay, devenue prison. Elle avait 20 ans. Et ensuite, j'ai tout un chapitre sur ce que j'ai appelé la tradition municipale, puisque dans mes ancêtres, j'ai des 2 premiers maires en 1790, donc de Coron et de la Tourlandrie. Et pour la petite anecdote, le maire de Coron était plutôt républicain et le maire de la Tourlandrie était très royaliste.
Et ils ont tout de même marié le fils de l'un avec la fille de l'autre. Hein, comme quoi la paix était revenue dans les familles. Eh bien, nous allons rester là-dessus. Dominique Séché, nous allons rester sur la paix revenue dans cette belle région, dans ce souvenir vendéen et dans ces 3 provinces. Merci d'être venu sur notre antenne et puis espérons que les gens se souviendront. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour ce bon moment. Hein, c'est la première fois que je parlais à la télévision. Eh bien, souhaitons que ce ne soit pas la dernière. Merci à vous. Merci. Et puis, on se donne, nous, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel opus de Pleine Page. Merci.